Bonsoir à tous, c'est pas parce que c'est le 1er avril qu'on va vous faire des blagues ce soir dans Bouge la France, on va essayer de rester sérieux en commençant par l'affaire EADS, le délit d'initié expliqué par Jean-Louis Gombaud dans quelques minutes. Ensuite on ira sur la question du jour qui est celle du Figaro.fr, on vous a posé également une question parlementaire. Faut-il envoyer des troupes supplémentaires en Afghanistan? Didier Boulot, sénateur PS de la Nièvre, face à Bernard de Flessel, député UMP des Bouches-du-Rhône, juste après Jean-Louis Gombaud. Et puis ensuite une autre question d'actualité, les réformes des retraites. C'est vrai que c'est un petit peu le tour de chauffe justement des négociations. Les syndicats semblent unis, mais il reste des questions en suspens, en particulier les fameux 41 ans de cotisation. Dominique Leclerc, sénateur UMP d'Indre-et-Loire, face à Bernard Devy, spécialiste des retraites pour Force Ouvrière. Et puis le dernier coup de fil, le directeur adjoint de la rédaction des Échos, Henri Gibier, qui nous dira ce qu'ils vont faire les Échos pour fêter leur 100e anniversaire. Ce sera juste à la fin de l'émission que je vous souhaite excellente en compagnie de Séveria Roget qui vous présente le journal. Bonsoir Séveria. Bonsoir. Peut-on croire ce soir à la libération prochaine d'Ingrid Betancourt? La situation s'est en effet accélérée après que Nicolas Sarkozy ait téléphoné à son homologue colombien. Les deux chefs d'État ont décidé l'envoi d'une mission humanitaire pour prendre contact avec les FARC. Alvaro Uribe a lui suspendu les opérations militaires dans le sud-est du pays. Et dans un message télévisé, Nicolas Sarkozy s'est adressé directement au chef des FARC pour exiger la libération immédiate de l'otage. J'attends donc de vous la marque d'humanité sans laquelle tout s'enlisera de nouveau. Puisqu'il suffit désormais d'une décision de votre part pour sauver une femme de la mort et faire vivre l'espoir pour tous ceux qui restent détenus, prenez cette décision. Relâchez Ingrid Betancourt. Par cet acte déclencheur, vous répondrez à l'insupportable attente des familles et à la clameur de la communauté internationale unanime. Vous rendrez compréhensible votre discours. Vous dessinerez enfin des voies d'avenir. Vous ouvrirez des perspectives pour la paix. Alors vous qui dirigez les FARC, vous avez maintenant un rendez-vous avec l'histoire. Ne le manquez pas. Libérez Ingrid Betancourt et ceux des otages qui sont les plus affaiblis. Un combat difficile, mais un combat juste. C'est en ces termes que François Fillon a défendu la décision de Nicolas Sarkozy de renforcer le contingent en Afghanistan. À l'Assemblée nationale, les députés socialistes ont déposé une motion de censure contre, je cite, l'alignement stratégique global de la France sur les États-Unis. Au Sénat, le Premier ministre a évoqué l'envoi de quelques centaines de soldats et précisé les choix du gouvernement. La première, elle consiste à retirer nos troupes. Et alors ce serait le signe que nous n'assumons plus nos responsabilités vis-à-vis de l'ONU et que nous rompons la solidarité qui nous unit à nos plus fidèles alliés dont plusieurs s'apprêtent à accroître leurs effectifs. En quelque sorte, cela signifierait que le sort de l'Afghanistan nous deviendrait indifférent. Ou bien nous choisissons le statu quo, et alors c'est l'enlisement de nos objectifs. Et c'est l'impuissance de la France à peser sur la stratégie de la communauté internationale. Ou bien nous accentuons nos efforts dans le cadre des conditions que nous avons posées, et alors nous pouvons amplifier ensemble les chances de la paix. J'ajoute que Nicolas Sarkozy ne devrait pas préciser le nombre des troupes lors du sommet de l'OTAN qui s'ouvre demain à Bucarest. EADS s'inquiète pour son image après la mise en cause de l'autorité des marchés financiers. L'AMF qui lance une procédure de sanction pour délit d'initié. EADS a reconnu ce soir que ces mises en cause pouvaient avoir des conséquences dommageables pour son image et sa réputation. Hasard du calendrier, le président d'Airbus France, Jean-Marc Thomas, était aujourd'hui au Sénat. Il s'est dit inquiet. C'est jamais un facteur de stabilisation. Donc, dans des moments cruciaux que nous vivons, comme le nouveau business model d'Airbus, le contrat du KC-45 aux États-Unis, etc., c'est certes pas le bon moment pour avoir des potentielles perturbations à l'intérieur d'Airbus ou à l'intérieur du groupe EADS, mais on va s'adapter.
En parallèle, la commission des finances du Sénat rendait aujourd'hui son rapport sur cette affaire. Les sénateurs soulignent la passivité de l'État dans la cession des titres EADS à la Caisse des dépôts. Les explications de Fabrice Cunet. Le constat de la commission des finances du Sénat est sans appel. L'État, en tant qu'actionnaire de ADS, a, je cite, montré un manque d'intérêt coupable dans le suivi de l'actionnariat du groupe. Évidemment que nous tirons des leçons de la manière dont l'État s'est comporté en tant qu'actionnaire. Et dans le rapport que nous allons publier, vous allez voir qu'on dit que l'État était transparent, était le figurant parfait. Voilà. La faute au pacte signé en 99 et 2000 avec l'Allemagne. L'État est certes actionnaire de ADS, mais il y est représenté par des sociétés holding. Au moment des retards de production et des ventes d'actions, le gouvernement a manqué d'informations. Nous devons améliorer la gouvernance publique, clarifier le rôle de l'État, sortir de ce pacte d'actionnaires et que l'État occupe la place qui est la sienne en tant qu'actionnaire. Ceci doit être renégocié. Une première réorganisation a déjà eu lieu en 2006. Pour les sénateurs, il faut aller encore plus loin et permettre ainsi à l'État de jouer un rôle de contrôle qui a fait défaut dans cette affaire EADS. Les lycéens ont de nouveau manifesté aujourd'hui à Paris. Ils étaient entre 11 et 13 000 à protester contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale annoncées par Xavier Darcos pour la rentrée 2008. L'affaire de l'Arche de Zoé, après la grâce des 6 Français hier, une question reste en suspens. Qui va payer les 6 millions d'euros de dommages et intérêts? François Fillon a d'ores et déjà déclaré que l'État français ne paierait pas. Par ailleurs, cette grâce ne signifie pas l'abandon des poursuites judiciaires en France. Hélène Manjardi. Sorti de prison, mais pas tiré d'affaire pour autant, la grâce du président tchadien ne concerne que la peine d'emprisonnement des 6 membres de l'Arche de Zoé. Maintenant, il faut encore régler la question de l'amende. La justice tchadienne les a condamnés à verser plus de 6 millions d'euros aux familles des 103 enfants tchadiens qu'ils tentaient d'enlever. François Fillon l'affirmait ce matin, il est hors de question que la France paie cette somme. Et pour l'instant, pas un centime n'a été envoyé au Tchad. Puis il y aura le second procès. En France, l'instruction ne fait que commencer. Éric Breteau, Émilie Lelouch, Alain Pellija et Philippe Van Winkelberg sont poursuivis pour 3 infractions. Escroquerie, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en vue d'adoption et aide au séjour irrégulier de mineurs étrangers en France. Pour l'avocate du médecin du groupe, ce procès tombe à point. Effectivement, il va y avoir une instruction, mais là encore, on s'en réjouit puisque ce sera l'occasion de s'expliquer, de dire sa vérité et réellement de rappeler un certain nombre de faits qu'on a occultés. Les 4 personnes mises en examen seront entendues dans les semaines qui viennent par la justice française. Ils risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Dominique Voynet doit-elle rendre son fauteuil de sénatrice? La nouvelle maire de Montreuil a estimé que si elle quittait le Sénat maintenant, les Verts perdraient 20% de leur représentation. Mais le cumul des mandats est interdit par son parti. Nicolas Béard. Montreuil n'aura peut-être pas un maire à plein temps. Dominique Voynet pourrait conserver son mandat de sénatrice. Le cumul des mandats est pourtant strictement interdit par les statuts des Verts. Des statuts que tout le monde semble oublier. Il n'y a pas de problème, tout le monde le fait ici. Si la loi de la République c'est contre le cumul, les gens ne devront plus cumuler. Pour le moment c'est pas ça, elle a gagné, tant mieux pour elle. La meilleure chose qu'on puisse dire à Dominique Voynet, c'est pas de la sanctionner, c'est lui dire bravo pour cette formidable victoire de Montreuil, puisque pour la première fois depuis des décennies, nous avons enfin un de nos représentants qui est maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Si Dominique Voynet renonçait à son poste de sénateur, elle serait remplacée au Sénat par un socialiste, une option rejetée par les Verts qui ne comptent aujourd'hui que 5 sénateurs, mais en contradiction avec leur règlement interne. C'est pas une décision personnelle de sa part. Je pense que c'est le mouvement qui est en train de s'apercevoir que c'est trop difficile, que c'était un paragraphe du règlement intérieur qui est peut-être juste, éthiquement formidable, mais très difficile à mettre en place et qui nous prend beaucoup d'énergie. Lors du Conseil national interrégional des Verts ce week-end, la question a été évitée. Les statuts devraient prochainement faire l'objet de modifications pour entériner les jurisprudences Mamère et Voynet. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et Jean-Louis Gombaud pour la suite de Bouge la France. Des mois d'enquête et un verdict sans appel. Il y a bien eu délit d'initié de la part de certains dirigeants de ADS. À l'origine de l'affaire, les retards pris dans la construction des Airbus A380 et A350. Un nouveau coup dur pour le consortium présidé désormais par Louis Gallois.
décryptage d'une ténébreuse nouvelle affaire. Il est signé Jean-Louis Gombaud. Voilà, c'est Pierre-Henri Gergogne que l'on entend, qui annonce tous les débats dans la nouvelle formule de Bouge la France. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Pierre. Alors cette affaire EADS, c'est vrai que depuis le début, eh bien, une enquête a été diligentée pour délit d'initié, et là, l'autorité des marchés financiers confirme ces délits d'initié. Alors, une fois qu'on a dit qu'effectivement, c'est un petit peu bizarre que d'un seul coup, au moins 21 personnes aient vendu leurs actions quasiment du jour au lendemain, ça se remarque. Mais après, il faut le prouver quand même. Alors c'est ça la difficulté, c'est pas si simple de prouver un délit d'initié, et ce qui justifie que l'enquête a été relativement longue. Au départ, on part à peu près sur 1 millier de cadres de ADS qui vendent des actions. Et puis en fait, on a fait l'enquête à partir de 21 et aujourd'hui, on arrive à 17 personnes. Faut que je vous coupe Jean-Louis, pareil, votre micro ne marche pas, on va vous en donner un. Alors on va pas rembobiner, mais donc le délit d'initié, c'est pas facile à prouver. C'est pas facile à prouver, c'est ce qui justifie le fait que le mouvement de... Allez-y, on doit vous entendre. Ce qui justifie le fait, c'est que l'enquête a été donc relativement longue. Au départ, on part donc sur 1000 personnes soupçonnées, après 21, et aujourd'hui, on nous dit 17. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces 17? À l'automne 2005, d'après l'AMF, ils sont au courant qu'il faut annoncer pour la 3e fois qu'il y aura des retards sur la 380 et la 350. Ils ne disent rien. Ils ne disent rien, pourquoi? Par peur. Ils ne disent rien, je dirais, par peur de montrer leur incompétence, par lâcheté, ou bien en se disant, bon, ça va finir par s'arranger, peut-être, mais en tout cas, ils mentent. Ça va finir par se savoir aussi. Oui, alors ça finit par se savoir, mais bien tard. Et en tout cas, ils mentent, puisqu'ils disent le contraire publiquement. Donc, premier délit, il y a délit de tromperie. Et pendant qu'ils trompent, ils vendent des actions entre l'automne 2005 et le printemps 2006. Ces 17 personnes-là, alors qu'elles savent pertinemment qu'il y aura des retards, vendent des stock options et n'annoncent qu'il y aura des retards qu'à la mi-juin 2006. Donc il y a tromperie et deuxièmement il y a délit d'initié. Voilà ce que relève aujourd'hui l'AMF. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 21 personnes? Elles vont devenir quoi? Elles vont être accusées comment? Alors, justement, l'AMF peut imposer des sanctions, et puis il peut y avoir, si le parquet s'en saisit, puisque le rapport lui a été transmis, il peut lui aussi ouvrir une enquête, et il peut y avoir des actions judiciaires. Au final, la loi nous dit 2 ans d'emprisonnement, mais aussi des amendes qui peuvent se monter jusqu'à 10 fois les bénéfices réalisés, les bénéfices illicites réalisés. Je signale que l'une des personnes, puisque maintenant c'est officiel, qui est inculpée dans cette affaire, aurait vendu, l'ex-PDG d'Airbus, aurait vendu ses stock options, a réalisé 2 500 000 € de bénéfices. 10 fois, c'est une amende, mais ça mettra de toute façon beaucoup de temps, des années. Quelles sont les conséquences en fait pour ADS? Il y a déjà au niveau de son image de marque, du manque à gagner, etc. Alors il y a évidemment ça, c'est tout de suite, l'image est salie, l'image est craquée, et puis il y a 2 autres aspects. Pour ADS, je pense que si jamais cette affaire va à son terme, la maison EADS est en risque d'implosion réelle, parce qu'en fin de compte, les 17 dirigeants qui sont soupçonnés de délit d'initié aujourd'hui, eh bien ces 17 sont actuellement dans des postes de direction. Donc c'est tout l'organigramme extrêmement difficile qui a été très difficile à monter, qui risque lui aussi de s'effondrer. Donc image de marque nationale, image de marque internationale, organigramme menacé, EADS probablement fortement chahuté. Merci beaucoup. EADS, qui avait déjà pas besoin de ça, va donc connaître des tumultes dans les mois qui vont suivre. Merci beaucoup Jean-Louis. On va maintenant venir sur une question du jour. Faut-il envoyer des troupes supplémentaires en Afghanistan? On la pose à nos 2 invités. Nicolas Sarkozy l'avait laissé entendre à Londres, le contingent militaire français sera renforcé en Afghanistan. Devant les parlementaires, le Premier ministre est venu défendre la position française sans pour autant convaincre l'opposition. Le sénateur socialiste Didier Boulot était tout à l'heure encore à la tribune du Sénat pour critiquer l'envoi de troupes supplémentaires. Pour l'UMP, le député Bernard de Flessel a justifié à l'Assemblée nationale la présence française au pays du président Karzai. Ils sont tous 2 ce soir sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir messieurs. Alors c'est vrai qu'en commençant ce débat, on a l'impression que ça va être compliqué de vous mettre d'accord. On l'a vu aujourd'hui dans les 2 assemblées. Je vous livre parce que c'est une question qu'on a livrée sur le Figaro.fr aux internautes et j'essaye de bâtir un petit peu notre propos sur ce qui a été dit. La première réaction, c'est certains brandissent notre liberté contre le terrorisme. Est-ce que Didier Boulot, c'est ça qui est en jeu?
Je crois qu'effectivement, le terrorisme est le problème du moment et il faut effectivement que nous soyons très vigilants par rapport au terrorisme. Et je crois que personne aujourd'hui, à gauche ou à droite, ne conteste la lutte contre le terrorisme. Je pense que c'est effectivement un des enjeux des temps qui viennent. La question c'était, est-ce que, en allant là-bas, en renforçant nos troupes, est-ce qu'on lutte efficacement contre le terrorisme ? Je crois que la présence des troupes françaises depuis 2001 sur le territoire afghan est la preuve que la France a pris à bras-le-corps le problème du terrorisme. Et loin de moi l'idée de renier cet engagement de la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'en cette matière, la France a donné ses preuves. D'accord. Est-ce qu'on est efficace dans ce domaine sur place là-bas? Est-ce que franchement, on fait avancer la lutte contre le terrorisme alors que pour l'instant, on n'a pas l'impression que ce soit un triomphe total des armées? Il faut déjà rappeler pourquoi on est là-bas. On est là-bas depuis fin 2001. Et on est là-bas finalement pour plusieurs raisons. La première, c'est la lutte contre le terrorisme. Alors il y a eu quelques avancées quand même. Il faut rappeler qu'on s'est engagé là-bas avec 39 autres nations, sous mandat du Conseil de sécurité de l'ONU, et après les événements du 11 septembre, et après l'assassinat du commandant Massoud. Et donc, si nous allons là-bas, et si nous avons été là-bas il y a déjà 6 ans, c'est bien pour faire reculer le terrorisme, et c'est parce que nous avons finalement la conscience que l'Afghanistan, c'est une plaque tournante pour le terrorisme international. Et donc, si nous ne faisons rien, alors nous serions coupables. Donc, évidemment qu'il faut aller là-bas. Évidemment, je le crois. C'était l'enjeu du débat aujourd'hui, en tout cas, à l'Assemblée et au Sénat, qu'il fallait renforcer nos positions. Quelle est la question là-bas? Eh bien, tout le monde connaît... La question, déjà, c'est de se dire, est-ce qu'un nombre d'hommes supplémentaires, ça sert à quelque chose ou pas? Oui, bien sûr. Pourquoi? Il y a 47 000 hommes là-bas en Afghanistan. On en a 1700, nous, la France. Donc, on est un des plus petits contingents. Donc, quand on nous explique que on va exposer nos soldats, que finalement, trop, c'est faux. Il faut relativiser les choses. Ensuite, on a des soldats qui sont terriblement expérimentés. Toutes les armées du monde, d'ailleurs, quand vous naviguez dans le monde entier, reconnaissent la qualité de nos hommes et la qualité de notre savoir-faire. Et puis, il y a aussi la question des talibans. Faut pas les oublier. Ces gens ont mis à feu à sang l'Afghanistan. Ces gens ont fait reculer les droits de l'homme, les droits de la femme. Et donc, je crois que, si vous voulez, à la fois pour le terrorisme, à la fois pour les talibans, et à la fois parce que c'est un enjeu international et une plaque tournante, à la fois aussi du narcotrafic. Bon, bref, il y a toute une série de questions pour essayer de sécuriser l'Afghanistan. Et c'est important, bien sûr, d'y être. Et puis, nous ne sommes pas les seuls, encore une fois. Il y a 39 pays engagés dans cette affaire. Et il y a les États-Unis, bien sûr, justement, la stratégie militaire. La question que tout le monde se pose, c'est que, vous voyez, quelques centaines, on ne sait pas exactement le nombre, quelques centaines d'hommes en plus. Bon, on a du mal à voir à quoi ça va servir, mais surtout, ça pose le problème, et c'est ça ce qu'a soulevé la gauche, c'est ce que j'ai compris, d'un certain alignement sur les États-Unis. C'est ça qui vous choque le plus? Écoutez, ça nous choque. C'est la façon surtout dont les choses sont présentées aux Français. D'abord, je voudrais revenir un petit peu sur les chiffres qui ont été avancés par mon collègue. Aujourd'hui, ce ne sont pas 47 ou 48 000, ce sont 70 000 militaires qui sont sur le territoire afghan. 20 000 GIs américains sous commandement américain et 50 000 qui sont sous le commandement de la FIAS, autrement dit, sous le commandement OTAN. Donc ça veut dire 70 000 aujourd'hui militaires engagés sur le théâtre afghan, auxquels on s'apprête éventuellement à ajouter quelques centaines, peut-être un millier, on ne sait pas encore exactement. Les chiffres aujourd'hui ne sont pas totalement confirmés. Donc c'est la vraie question, vous l'avez soulevé. Est-ce que 1000 soldats français supplémentaires vont changer la donne? Non, mais l'enjeu, c'est pas les 1000 soldats français supplémentaires. D'abord, c'est pas 1000 soldats. On le verra dans quelques jours. Assez flou pour l'instant. Le chiffre sera peut-être de plusieurs centaines. Et puis, il y a 11 pays, aujourd'hui, qui prennent la même décision que la France et qui vont engager des contingents supplémentaires. On est d'accord. À la nuance près, j'entends dire la représentation française en Afghanistan est inférieure à la Hollande, inférieure à un certain nombre de pays. C'est oublier que la France est présente sur un certain nombre d'autres théâtres et qu'aujourd'hui nous avons, je crois, 11 000 soldats français dans des opérations extérieures. Si je prends l'exemple du Darfour, de la Côte d'Ivoire, du Tchad, Darfour, mais j'y reviens dans l'ex-Yougoslavie où
nous avons encore des soldats au Kosovo, nous en avons en Bosnie-Herzégovine. Alors évidemment, si on compare, on peut dire il y a plus de Hollandais que de Français sur le territoire afghan, mais on oublie de dire quel est l'engagement militaire dans le monde entier. Je pense que il n'y a pas que l'Afghanistan, malheureusement, j'allais dire, il n'y a pas que l'Afghanistan qui nous concerne. Donc je veux dire, l'effort militaire français que nous serions amenés à faire vient s'ajouter à celui que nous faisons déjà sur un certain nombre de théâtres où nous sommes déjà très largement engagés. Quand vous dites ça, on dit bon bah d'accord, mais s'il faut faire l'effort, faut le faire quoi. Après, est-ce que c'est justifié? C'est ça la question. Ce sont les prérogatives d'une grande nation, d'une nation cadre. Nous sommes quand même globalement 4e, 5e puissance au monde, et en particulier militaire, vous le savez. Donc quitte à aller s'enliser, il faut aller s'enliser avec les autres? Non, le terme n'est pas bon. Enfin, j'ai entendu des propos qui étaient ahurissants, j'ai entendu des propos... on peut douter sur ce qui se passe. Attendez, certains ont... Pourtant, Dieu sait si... Et on n'est pas les premiers, les Russes on en fait l'expérience. M. Bianco nous a annoncé... M. Bianco nous a annoncé, Urbi et Orbi, c'est un homme de responsabilité, je le connais bien, nous expliquer que c'était le Vietnam. Enfin, attendez, ça a pas de sens. L'argument ou les arguments que j'ai entendus à l'Assemblée nationale cet après-midi socialiste n'étaient pas fondés là-dessus. Ne faisons pas peur aux Françaises et aux Français. Et puis quand même, respectons les hommes et les femmes qui sont là-bas, qui sont en charge, qui sont nos soldats, qui portent nos valeurs, qui portent nos couleurs. Enfin, je veux dire, n'allons pas toujours jouer le catastrophisme en disant ça va être terrible, il va y avoir des morts, etc. Ça permet d'être positif, d'être optimiste. Mais écoutez, la lutte contre le terrorisme international est une lutte pratiquement sans fin. En tout cas, elle mérite qu'on s'y attache et elle mérite quand même que pour que 39 nations s'engagent, c'est pas rien quand même. On n'est pas une ou deux nations. On n'est pas aligné derrière les États-Unis à des degrés très divers quand même. À des degrés très divers. Mais il y a des petits pays également qui envoient des petits contingents, chacun faisant en fonction de ses moyens. Donc je crois que l'objectif, il est là. Et puis, je suis désolé, mais on s'est engagé en 2001 et la quasi-totalité et des nations et des Françaises et des Français et je dirais des parlementaires, parce que j'ai le souvenir du débat, moi, parce que c'était M. Jospin qui était Premier ministre à l'époque, était d'accord sur ce cap-là. Ce cap-là n'a pas changé. Alors avant de vous redonner la parole, Didier Boulot, je vous cite juste des remarques d'internautes. C'est un futur bourbier, c'est le doigt dans l'engrenage. Il faut savoir reconnaître notre échec et rapatrier les troupes avant que la situation ne dégénère. Moi, je propose pas que nous retirions les troupes qui sont présentes. Simplement, nous contestons l'augmentation des chiffres. Mon collègue dit il ne faut pas faire peur aux Français. Il n'y a pas besoin de leur faire peur. Ils ont peur. Les sondages aujourd'hui sont battants. 68% des Français sont contre le renforcement du dispositif français en Afghanistan. Et si j'ai bien compris, seulement 15% sont pour. Parce que les Français, on va faire le Vietnam en Afghanistan et que la France pour la France avec le Vietnam, on fait peur aux gens. C'est normal quand vous demandez aux Français s'ils sont contents d'envoyer des troupes et des soldats s'exposer dans le monde entier, c'est logique qu'ils soient un peu craintifs. C'est normal. Mais à un moment, il faut être courageux. Les Français, on va pas baisser les bras devant le terrorisme international. Nos concitoyens observent ce qui se passe. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont conscience que les Américains sont enlisés au bout de 7 années dans le dispositif afghan, et ils ont constaté, il n'y a pas besoin de leur expliquer, qu'ils sont enlisés en Irak. Non mais si, les deux choses sont liées. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris que les Américains poussent à ce que leurs partenaires augmentent leur présence sur le territoire afghan parce qu'ils ont le bourbier irakien dont ils ne peuvent pas se sortir. À l'évidence, ils nous font une sorte de chantage dans lequel d'ailleurs nous tombons très facilement, parce que derrière tout ça, bien évidemment, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a la promesse ou l'envie du président de la République de réintégrer l'OTAN qui vient, je dirais, forte à propos. Et tout ça fait probablement partie des choses non dites à l'évidence. On sait très bien que le président Sarkozy veut à tout prix réintégrer l'OTAN, quand bien même ça déplaît. Le président Sarkozy veut qu'on fasse une défense européenne. C'est pas la même chose. On va voir ce qu'il en tirera des négociations qu'il aura demain à Bucarest. L'Union européenne et l'Union européenne avec ses 27 pays, c'est un bloc économique très important. On n'a pas de politique internationale. On verra ce qui restera. Et pour avoir une politique internationale, pour peser dans le monde, il faut une politique de défense européenne. On verra ce qui restera du marchandage avec Bush. Il n'y a pas de marchandage. On parlait, vous avez fait allusion aux craintes des Français. Vous avez fait allusion aux craintes des Français. C'est vrai que dans le contexte, les Français, ils doivent penser aussi pourquoi aller encore envoyer des troupes, dépenser de l'argent, alors qu'on nous demande, en ce moment, on nous promet un pouvoir d'achat qui n'arrive pas, etc. On a connu ça pendant l'histoire. Vous voulez que je vous rappelle 38, Munich,
où on avait sauvé la paix, où il fallait pas faire la guerre Hitler, où il fallait rien faire, et on baissait les bras. À chaque fois que la France a baissé les bras, vous dites est repris par certains internautes, faut le préciser. À chaque fois qu'on a baissé les bras, à chaque fois qu'on a baissé les chines, la France a eu des coups durs et a eu extraordinairement du mal à se relever. Donc je crois qu'il faut être un peu courageux, faut pas exposer nos troupes, faut faire très attention. D'ailleurs, si vous comprenez bien le débat, nous avons posé des exigences et le président de la République a posé des exigences, vous allez le voir dès demain dans le séminaire sur l'OTAN, où on veut une stratégie globale, où l'on veut aussi une stratégie de reconstruction du pays. Bref, il y a toute une série de points de passage qu'il faut qu'on nous prouve pour que aussi nous soyons d'accord pour engager nos troupes. Hein. Je veux dire, on est très précautionneux sur cette affaire-là et n'allons pas dire en faisant de grandes phrases ou en faisant peur aux Français que nous serions inconséquents dans cette affaire. C'est le genre de question qui nécessite un vote, à votre avis, au Parlement. Je considère que le président de la République aurait parfaitement pu solliciter le Parlement par un vote cet après-midi, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. D'ailleurs, il a bien fait de ne pas se risquer au Sénat, parce que si j'ai bien compris les prises de position des uns et des autres, il y a fort à parier que la majorité UMP aurait été minoritaire aujourd'hui dans le débat du Sénat. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il ne s'est pas aventuré dans cette affaire, mais nous considérons qu'il est inadmissible qu'une augmentation des effectifs ou un engagement militaire se fasse sans vote. Alors on nous explique qu'il y a eu des précédents. François Mitterrand a consulté le Parlement pour l'engagement en Irak. On nous a ressorti cet après-midi l'exemple de Lionel Jospin pour l'entrée. Sauf que à l'époque on était en cohabitation et que c'est Chirac qui à l'époque s'est opposé à ce qu'un vote intervienne à l'Assemblée. Tout le monde le sait. Non, mais il n'y a pas de problème de mauvais joueurs. J'ai vu cet après-midi les réactions du Premier ministre. Il n'y a que la vérité qui dérange. Et tout le monde sait que c'est Chirac qui s'est opposé. Alors soyons précis. Il y a une constitution qui s'appelle la Constitution de 58. Mais elle n'interdit pas le vote. Attendez, elle ne permet pas, dans ce cas de figure, un vote du Parlement. Non. Depuis 50 ans, c'est pas d'hier. Depuis 50 ans, à chaque fois qu'il y a eu un gouvernement qui a été tenté ou qui a été contraint d'envoyer des troupes, il n'a pas engagé un débat ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat sur un vote. Monsieur Jospin, en 2001... Non, mais François Mitterrand... Non, mais attendez, je vais vous répondre sur François Mitterrand. C'était en 91. C'était la guerre du Golfe. Absolument. Et je vous rappelle que c'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Elles se sont passées parce que Michel Rocard, Premier ministre de l'époque, avait besoin de solidifier sa majorité de gauche qui était en difficulté, et vous avez posé la question de confiance, et c'est sur ce sujet-là qu'il y a eu un vote. Pourquoi vous pensez que votre majorité est suffisamment solide pour se dispenser d'un vote de confiance? Nous verrons ça mardi très sincèrement, puisqu'il y en a un qui a été déposé par les socialistes. Mais en 2001, Monsieur Jospin, la bouche en cœur, est venu devant l'Assemblée, j'y étais, et nous a dit, écoutez, il n'y aura pas de vote. Il n'y aura pas de vote parce que la Constitution ne le permet pas. Alors en 2001, ce qui est ça quand même extraordinaire, que les socialistes nous ressortent ça, alors qu'en 2001, ils avaient le Premier ministre. Mais ne dites pas, non, vous savez très bien que c'est vrai. Relisez les débats de 2001. Simplement. Il nous a dit, je peux vous citer pratiquement mot à mot sa déclaration, la Constitution de 58 ne le permet pas, il n'y aura pas de vote, et je vous demande simplement de faire un débat à l'Assemblée nationale. J'y étais. Très bien. Je m'en souviens comme hier. Moi, je peux vous dire que c'est un mauvais procès. J'ai la réponse de Lionel Jospin à une question d'Alain Juppé le 21 novembre 2001 qui porte sur la même question, et tout le monde sait très bien qu'à l'époque, que le président Chirac a accepté un débat au Parlement à condition qu'il n'y ait pas de vote. Et vous le savez, tout le monde le sait. D'ailleurs, François Fillon, ce soir, ne s'y est pas trompé. Il n'y aura pas de vote, mais il y a une motion de censure. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup, messieurs. On va maintenant parler d'un autre sujet chaud actuel. Ce sont les retraites, bien sûr. Premier tour de chauffe pour la réforme du régime général des retraites. Syndicats et pouvoirs publics s'observent et avancent prudemment leurs pions. En jeu, la durée des annuités que le gouvernement veut faire passer à 41 ans. Inacceptable pour les syndicats qui avancent déjà l'idée d'une manifestation nationale. Autour de Pierre Sled, le sénateur UMP Dominique Leclerc et le syndicaliste Force ouvrière Bernard Devy, tous deux spécialistes des retraites. Ils débattent sur le plateau de Bouge la France. On en a trop fait, non? C'est une bonne présentation quand même. Donc, bonsoir à tous, bonsoir tous les deux. Alors le dossier des retraites, là d'un seul coup on voit les syndicats réunis hier, enfin pas tous, mais quand même une certaine osmose on va dire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est plutôt bon signe. Écoutez, ça nous rappelle de vieux souvenirs, c'est l'épopée 2003. On savait qu'il y avait un rendez-vous fixé en 2008, on savait qu'il serait difficile, donc c'est l'occasion de remettre, je dirais,
le dossier retraite face à l'actualité. Il n'y a pas la CFDT, pourquoi? Alors, je crois que bon, la CFDT a peut-être eu quelques craintes. Bon, d'abord, il y a eu des confidences qui ont été faites sur le lieu de la réunion. La CFDT préférait que ça se fasse dans l'intimité, et puis je crois que bon, c'est vrai qu'elle a soutenu la réforme de 2003, puisque de ce côté-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Je crois qu'il parle d'acquis de la réforme de 2003, et de ce point de vue, elle se trouve dans une logique peut-être un petit peu différente, mais on désespère pas que la CFDT nous rejoigne, notamment sur un certain nombre de convergences. Très bien. On sait, Dominique Leclerc, que ça va coincer sur le temps de cotisation, le passage de 40 à 41 ans. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contourner le problème que ça? Oui, en fait, le débat est vraiment essentiel, car dans la réforme de 2003, le gouvernement de l'époque avait dit que c'était une première étape, mais cette première étape était conditionnée par certaines avancées, et notamment un meilleur emploi de ceux qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire 55-65 ans. Oui. Bien sûr, c'est essentiel, car d'une part, nous sommes à la traîne dans le cadre européen, et deuxièmement, plus de Français sont actifs, plus les cotisations sont là, plus la répartition est assurée. Or, aujourd'hui, on se rend compte que, ce rendez-vous n'est pas là. Il n'est pas là. Pourquoi? Moi, je voudrais rappeler à Monsieur Davy, il n'y a pas si longtemps que ça, autour d'un ministre qui s'appelait Gérard Larcher, il y a eu des réunions pour essayer de trouver des mesures pour favoriser l'emploi des seniors. Oui, parce qu'on se dit, on aurait pu commencer par là, et puis ensuite, ça fait le reste. Et c'est là que, si vous me permettez, j'ai peut-être un petit peu lancé la polémique, mais j'ai trouvé que moi j'étais un petit peu un observateur en tant qu'élu, les partenaires sociaux, que ce soit le patronat ou les salariés, n'avaient pas un enthousiasme fou pour trouver des mesures assez efficaces afin donc d'avancer dans l'emploi des seniors. C'est vrai, Bernard. Écoutez, je crois que sur l'emploi des seniors, vous savez, nombre de salariés n'ont pas tellement le choix. Vous savez, on commence à les sortir du marché du travail à partir de 56-57 ans. On vous dit à 45 ans, on n'avait plus le profil du poste. Donc il y a une espèce de démobilisation des salariés à un moment donné. Quand vous les interrogez aujourd'hui... Essayer de mettre une politique en place pour... Oui, mais si vous voulez, je ne jetterai pas l'opprobre sur l'accord qui a été négocié avec les partenaires sociaux. Il y avait un certain nombre de dispositions qui auraient pu marcher, et notamment sur la formation accessible donc aux seniors. Il fallait aussi qu'il y ait une véritable volonté politique des entreprises pour commencer par conserver les seniors dans leur emploi. Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord le maintien dans l'emploi, et nous on s'attache effectivement à ce que les salariés puissent aller jusqu'au bout de leur activité, jusqu'au moment où ils pourront partir à la retraite à taux plein. Et puis vous avez le deuxième volet qui est la reprise du travail pour ceux qui malheureusement ont été licenciés. Ça, c'est beaucoup plus difficile, parce que quand vous examinez les statistiques qu'on vous présente, reprendre un travail 56, 58 ans, c'est... Vous avez bien dit que c'était une véritable révolution culturelle, et c'est vrai et notamment les grandes entreprises, ont toujours eu comme variable d'ajustement l'emploi des seniors. Ça les arrangeait. Et puis que d'autre part, nos concitoyens, pour des raisons que l'on connaît, sont pressés de quitter le monde du travail. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que aussi, dans la réforme de 2003, retrouver cette adéquation entre le temps de travail et le temps de vie a été très perturbé par les longues carrières. Un grand nombre, puisqu'on est à plusieurs centaines de milliers de Français, ont eu la possibilité, de par la loi, c'était le volet généreux de la loi, de quitter le monde du travail. Et ça a troublé un petit peu la finalité politique de la réforme de 2003. Alors quand vous mettez tous ensemble, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile, mais je le répète, il y a peut-être des mesures plus incitatives, plus concrètes à mettre en place. Et moi, au nom de la commission du Sénat, j'avais proposé un contrat de travail adapté aux seniors. On veut le contrat unique, mais la personne qui a cet âge-là n'a pas du tout la même mentalité qu'une personne plus jeune. Alors là, c'est un tabou.
Vous savez bien que dans l'accord interprofessionnel, il y avait un dispositif de CDD senior, 2 fois 18 mois. Vous savez, il y a eu 20 CDD qui ont été signés dans les entreprises. Donc, ça montre bien. Je vous ai cité l'exemple l'autre jour, puisqu'on siège tous les deux au Conseil d'orientation des retraites, mais de ADS, qui a signé un accord, justement, sur le maintien dans l'emploi des salariés d'IAG, enfin des seniors. Un bon accord, d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? On est sur un dispositif de Power 8 qui fait que on commence par licencier les salariés les plus âgés parce qu'on sait de toute façon qu'ils vont rentrer dans des dispositifs de pré-retraite. Donc, si vous voulez, moi je pense que même si on améliore la situation de l'emploi des seniors, il n'empêche qu'un certain nombre d'entreprises continueront, alors on peut le regretter, mais à se séparer des salariés plus âgés. Vous l'avez dit vous-même. Revenons sur le passage. Ça revient, c'est la variable d'ajustement. Sur le passage à 41 ans, parce que vous faites pas la même lecture des chiffres apparemment, les syndicats en particulier FO, sur l'économie que ça ferait. Vous parlez de 2 milliards en 2020, c'est-à-dire dans 12 ans. On se dit bon. Oui. Exact. C'est un chiffre qui a été fourni par la CNAV. Alors maintenant qui est à disposition du corps, parce qu'il y a une petite polémique là-dessus, et qui montre qu'en réalité, le maintien à 40 ans, l'économie en réalité, c'est 2 milliards, 2 milliards 2 si vous passez à 41 ans. C'est ridicule si vous voulez. Dans une discussion de chiffres, c'est vrai. Ils ont leur importance étant donné les déficits actuels, et le déficit de la CNAV quand même est inquiétant. Mais au-delà de ça, moi tout à l'heure j'évoquais une véritable révolution culturelle. Et on l'a vu, elle est d'abord à faire dans les entreprises, elle est à faire auprès de nos concitoyens s'ils veulent quitter le monde du travail assez rapidement, et c'est qu'il y a problème. Donc c'est toute une nouvelle politique de l'emploi qu'il faut mettre en place pour justement, et on l'a vu dans tous les pays où le chômage est bas, où l'emploi des seniors est conséquent, l'emploi des jeunes est conséquent, donc c'est toute une dynamique qu'il y a par rapport au travail. Et c'est là que je dis, on ne le fera pas, bien sûr, ce que vous dites, enfin, je sais pas si on peut faire le rapprochement, mais quand vous parlez un petit peu de cette révolution qu'il faudrait faire dans les mentalités, on a vu que les manifestations de la CGT ont connu un succès assez relatif. Est-ce que vous avez l'impression, justement, que les Français, mais en général, les travailleurs sont pas encore prêts, sont pas encore dans justement les perspectives de ce qui va se passer? Oh, je crois que le problème des retraites est quand même très anxiogène. Il faut dire qu'il y a une inquiétude quand même parmi les salariés. Quand vous leur posez la question, il y a deux préoccupations. Quand et combien? C'est-à-dire quand est-ce que je vais partir et combien je vais toucher. Et je crois que, y compris aujourd'hui chez les jeunes, il y a quand même une inquiétude réelle sur l'avenir de nos systèmes de retraite. Donc, on a quand même, si vous voulez, par rapport au passé, une certaine inquiétude qui se manifeste parmi les salariés, parce que c'est vrai que ça a été très popularisé la retraite. Il y a eu quand même le traumatisme de 2003 et c'est quand même resté très largement dans les esprits. Les 41 ans, il faut rester fixé dessus, il faut pas céder? Moi, je vois pas ça comme ça. Bon, vous l'avez vu, tous les autres pays européens. C'est un petit peu ce qu'a dit Xavier Bertrand. Oui, non, mais ça me paraît indispensable. Mais il faut aussi savoir comment les uns et les autres arrivent dans la 41e année de travail. Et quand on dit qu'aujourd'hui que seulement 30% des salariés sont en situation de travail au moment de la retraite, c'est là qu'on partage cette même approche pour dire il y a problème. Et 41 ans, bien sûr qu'il faut y venir, car quand on parlait de cette fameuse adéquation, il faudra la faire, mais le corollaire de la 41e année, c'est quoi? C'est une dégradation du taux de pension. Et là aussi, on comprend que l'inquiétude. Bien sûr, évidemment. Est-ce que ça va se terminer comme ça, des retraites de plus en plus faibles? Oui, c'est la tendance actuelle. Et c'est pour ça que le gouvernement est quand même attaché à nous proposer de nouvelles règles. Bernard Devie, alors Xavier Bertrand dit sur les 41 ans on ne cédera pas, et vous dites sur les 40 ans on ne cédera pas. Ça va se terminer comment? Il faudra qu'il cède. Et moi, je ne lis pas, mais si.
Ça paraît compliqué comme négociation. Pourquoi? On a bien fait céder le gouvernement avec le CPE pour qu'on le ferait pas céder sur les 40 ans. Oui, non, bon, sur les 41. Non, mais vous savez, moi je ne lis pas directement, si vous voulez, le problème de l'emploi des seniors à la problématique du passage aux 41 ans. Vous prenez un jeune maintenant qui rentre dans la vie professionnelle, il va rentrer à 25-26 ans. Rajoutez 41 et 42 ans, ça le fait partir à 67 ans. Avec ce que vous dites, c'est-à-dire que les entreprises ne conservent pas les salariés dans l'emploi à partir de 57 ans, vous les voyez faire 8 ans de plus. C'est une façon, les 41 ans, de contourner le droit à la retraite à 60 ans. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Leclerc? Alors on invente des systèmes de rachat essentiel, le droit à la retraite à 60 ans. Dès l'instant qu'on a rigidifié avec une date butoir de 60 ans, moi quand on avait dit une retraite en fonction du compte personnel, on pourra avoir justement un créneau de départ en retraite en fonction du nombre de cotisations. C'est ce qui se fait à l'extérieur, c'est-à-dire dans les pays voisins. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une date coup près, on pourrait dire entre 60 et 65 ans en fonction des droits acquis. Alors après, ça remet en cause tout le problème de la répartition. Aujourd'hui, pour nous, il nous semble que la répartition, ça peut être qu'un socle commun qui soit pour tous les Français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les taux de cotisation devraient être, il va falloir y arriver, identiques. Parce qu'il n'y a pas que la durée de cotisation. Il y a le taux de cotisation, il y a les références par rapport au dernier salaire, etc. L'avantage de la réforme de 2003, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, nos concitoyens sont préoccupés de leur propre retraite et surtout ils se rendent compte que le monde des retraites est le plus inéquitable qui soit. Il y a des disparités énormes et donc cette notion de justice et d'égalité, surtout d'équité les uns envers les autres, passe par un certain nombre de critères. Bernard Levy, les 40 ans, vous ne céderez pas, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous ne céderez pas? Au niveau de la pension, parce que effectivement, à partir du moment où, si je reprends, si vous voulez, ma démonstration de la personne qui sera obligée d'aller jusqu'à 67 ans, bon, ça veut dire qu'il ne pourra pas aller jusqu'à 67, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa retraite à 60 parce qu'il n'aura pas d'autre possibilité, et donc avec une décote, c'est-à-dire avec une retraite qui sera amputée. Et puis par rapport, si vous voulez, au niveau de la retraite, bon, on s'aperçoit bien que les effets de la réforme de 93 de Monsieur Balladur conduisent à une baisse du niveau des pensions de façon régulière chaque année. On est aujourd'hui, Monsieur Leclerc, vous savez bien, quelqu'un qui a été au plafond de la sécurité sociale pendant 25 ans ne peut prétendre à une retraite qui est égale à 43% et non plus à 50%. Ce qui fait que si on veut crédibiliser le régime par répartition à l'avenir et faire en sorte que vis-à-vis des jeunes, on ait quelques crédits, je dis qu'il faut arrêter la baisse du niveau des pensions. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Les négociations commencent seulement. Merci bien, on va maintenant passer au dernier coup de fil. Une expérience de 100 ans, un journal dans le siècle. Bravo au quotidien Les Échos et bon anniversaire, c'est le dernier coup de fil de Bouge la France. Voilà, et c'est Henri Gibier, directeur adjoint de la rédaction des Échos, qui est avec nous au téléphone en direct. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les Échos qui fêtent leur 100e anniversaire, c'était le 2 avril 1908 pour ce journal créé par les frères Servan-Schreiber. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans les numéros qui paraîtra demain, par rapport à celui d'il y a 100 ans, le premier d'il y a 100 ans? Ah, c'était très différent. D'abord, celui d'il y a 100 ans, c'était un mensuel. Bon, maintenant, nous sommes un quotidien. Et celui d'il y a 100 ans, il y avait 4 pages. Et en plus, il était spécialisé sur les problèmes d'exportation. Parce que les frères Schreiber, qui l'avaient créé, travaillaient dans le négoce de mercerie pour tout ce qui était textile. Et donc, s'intéressaient particulièrement à tout ce qui était des nouvelles de pays auprès desquels ils se fournissaient. Donc c'était très spécialisé, ça n'a plus grand chose à voir, sauf qu'on continue de parler de textile. Au niveau de l'esprit, vous avez gardé quoi? Au niveau de l'esprit, je crois qu'on a gardé d'abord une ouverture sur le monde, parce que c'était d'emblée un journal qui se plaçait dans une dimension internationale, et on a gardé l'esprit libéral et notre proximité du monde des affaires, parce que c'est d'abord un journal qui essaye de rendre service aux gens qui font des affaires. Est-ce qu'il est devenu indispensable aujourd'hui d'essayer de comprendre le monde par l'économie? Oh, je crois, oui, que là, ça ne se discute plus. Il suffit de lire ou bien de regarder la télévision. On voit que tout ce qui est la crise boursière, la crise monétaire, les problèmes des banques,
On sait que tout ça rejaillit à un moment ou l'autre sur notre pouvoir d'achat, sur les prix dans les hypermarchés, et donc de l'économie donc. Faites de l'économie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce numéro de demain justement pour fêter cet anniversaire? Ça sera la dernière question. En fait, c'est un anniversaire qui s'étend sur toute la semaine, c'est-à-dire que par exemple vendredi on aura aussi un numéro où on proposera de revivre le week-end à la manière 1908, mais là demain essentiellement, comme c'est notre vrai jour anniversaire, le 2 avril 1908 c'était le jour de la naissance des Échos, eh bien nous racontons toute l'histoire, et c'est une histoire passionnante, toute l'histoire des Échos sur un siècle. Et peut-être que d'ailleurs c'est un 2 avril parce que les propriétaires de l'époque ne voulaient pas sortir le 1er avril pour pas qu'il y ait de méprise. Merci beaucoup Henri Gibier, merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Bouge la France, Philippe de Sonny, notre réalisateur, Pierre-Henri Gergogne, rédacteur en chef, et puis Cécile Sixou, Anthony Saint-Léger qui ont préparé tout cela. Merci, au revoir, à demain, merci bien.